Donc voilà, excusez-moi pour ce petit délai d'installation de matériel. Euh, Vincent et moi, d'abord remercions les organisateurs de nous accueillir ici et ensuite nous avions envie de vous présenter une petite réflexion que nous sommes en train de mener autour justement de cette question des mobilités changeantes, en essayant de remettre en perspective cette question-là d'un point de vue, disons, plutôt sociologique, ce qui est assez logique pour nous, je pense. Alors, tout d'abord en repartant de la question des études de mobilité comme champ en devenir, c'est-à-dire finalement un développement assez récent d'un ensemble d'études, notamment d'un point de vue sociologique, mais on l'a dit tout à l'heure, sans dire pour autant que le champ des études sociologiques de mobilité existe en tant que tel. Finalement, on le voit bien ici en regardant les disciplines que nous pratiquons au quotidien, qu'il s'agit d'un foisonnement, mais dans ce foisonnement, il nous semblait pouvoir pointer une série de caractéristiques qui nous interrogeaient. La première chose, c'est une certaine tendance à considérer la mobilité comme quelque chose d'évident, c'est-à-dire que chacun sait ce que c'est de la mobilité, et comme quelque chose d'immuable, c'est-à-dire en gros partir du présupposé que on peut identifier de la même manière la façon dont on bougeait, enfin on peut regarder avec les mêmes lunettes la façon dont on bougeait il y a un siècle et la façon dont on bouge ici. La deuxième chose, c'est la limitation quasiment systématique des études de mobilité aux mobilités physiques, aux questions de déplacement physique. Et enfin, une tendance à voir dans la question des mobilités une question univoque, c'est-à-dire on est soit mobile, soit immobile, même s'il existe des degrés de facilité à se mobiliser, s'il existe des degrés dans la fréquence ou dans l'ampleur des mobilités, on peut dire qu'à un moment donné, on est soit mobile, soit immobile. Et nous avions envie d'interroger ces éléments-là. Alors, la première chose, c'est si on veut revenir aux fondamentaux, l'idée que nous avions était de repartir d'une définition très simple de la mobilité comme variation des coordonnées spatio-temporelles. Les coordonnées spatiales varient au cours d'un espace de temps. Mais de notre point de vue sociologique, finalement, est mobile ce qui peut être construit comme tel. C'est-à-dire que la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qui, à une époque donnée, est construit comme étant mobile et qu'est-ce qui, à la même époque, est construit comme étant immobile. Prenons un exemple, aujourd'hui, un travailleur pauvre qui prend 3 bus et fait 1 heure et demie de trajet pour aller prester un mi-temps dans un supermarché n'est pas considéré comme quelqu'un d'exceptionnellement mobile. C'est-à-dire que quand on parle, quand on pense de manière intuitive à ce qu'est un grand mobile, on n'imagine généralement pas cette personne-là. En tout cas, d'une manière sociale, quand on va créer des discours sur la mobilité, on va a priori peut envisager cette personne-là comme étant un grand mobile et on pensera plutôt à quelqu'un qui a une mobilité internationale à très longue distance, une mobilité plus prestigieuse. La question finalement là-dedans, c'est de savoir qui est construit ou ce qui est construit comme mobile et ce qui est construit comme immobile. Or, il nous semble que si on veut se poser cette question-là, il faut revenir à la définition initiale, à savoir une variation des coordonnées spatio-temporelles, et donc se dire que forcément, chaque époque va construire ce qui est mobile et ce qui est mobile en fonction de la manière dont cette époque construit ce qu'est l'espace et ce qu'est le temps. Ce qui nous ramène alors à la question de l'évolution de ce que Bertrand Montulet a appelé les morphologies spatio-temporelles, à savoir des façons dont une société, à un moment donné, construit de manière dominante son rapport à l'espace et son rapport au temps. Alors, deux morphologies qui sont déjà, je pense, assez largement connues du fait des travaux déjà anciens de Bertrand Montulet. Fondateur de ce groupe, quand même. Cofondateur Oui, de ce groupe. bon, Voilà. Alors, lui. c'était venu de lui. Donc voilà. Alors, la forme limite, qui est une forme caractérisée par un espace aréolaire, c'est-à-dire un espace qui est avant tout défini comme un retranchement de l'espace uniforme au moyen d'une frontière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'espace est avant tout défini par son périmètre et par son homogénéité interne. Alors il peut être subdivisé à son tour dans un ensemble de subdivisions qui se succèdent et on peut penser par exemple à l'espace de l'État-nation classique, la frontière nationale, les subdivisions en départements, en régions, en communes, etc. etc. Pour que cet espace puisse se structurer de telle manière, il faut évidemment garantir à la frontière une certaine cohérence, une certaine stabilité.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, évidemment, en tout cas dans cette forme-là, on ne peut pas imaginer reposer sur une frontière qui serait une frontière palpitante, une frontière dont le tracé bougerait de manière quotidienne. Cet espace-là, cette lecture de l'espace est garantie par un temps qui fonctionne en alternance de stase et de rupture. C'est-à-dire qu'a priori, par exemple, la frontière nationale n'est pas renégociée quotidiennement. Elle ne varie pas, si ce n'est à des grandes occasions, évidemment la bataille, le traité, la fusion éventuelle avec un autre État. Dans ce cadre-là, donc dans un cadre où l'espace-temps est structuré en aire et en aire, quel jeu de mots, la mobilité est conçue évidemment comme une mobilité franchissement, c'est-à-dire que la mobilité revient à franchir une frontière. Sinon, évidemment, elle n'est pas une mobilité, elle est finalement ce qu'on pourrait appeler une mobilité immobile, si vous voulez, c'est-à-dire cette mobilité qui n'est pas vue, parce qu'elle se déroule à une échelle où la frontière considérée n'est pas perceptible. Dans ce cadre-là, évidemment, une mobilité, c'est quitter un ancrage pour un autre ancrage, et ce faisant, franchir une frontière. Cette frontière peut évidemment être une frontière étatique, par exemple, on a parlé de migration. Elle peut aussi, par exemple, être une frontière sociale. Ce sera, par exemple, l'idée de la mobilité sociale, qui se caractérise par le fait qu'on abandonne un statut ancien pour conquérir un nouveau statut. Les mobilités professionnelles, par exemple, dans des organisations extrêmement cadrées, sont faites de passage d'examen, d'accession à des fonctions supérieures, et donc du passage de sous-commis de bureau à commis de bureau, ou de sous-chef de bureau à chef de bureau, par exemple, pour reprendre des réalités qui étaient en fait bien quotidiennes il n'y a pas si longtemps. Nous opposons à cette forme limite, la forme flux, qui est vue de manière fort différente, puisque dans cette forme flux, le temps n'est plus fait de stase et de rupture, mais au contraire d'un flux temporel permanent qui érode tout de manière constante. Si la réalité évolue de manière permanente, il devient fort difficile de tracer une frontière. Car cette frontière, finalement, ne sera plus rien d'autre qu'une distinction arbitraire, elle ne sera plus capable de rendre compte d'une division. Est-ce à dire alors que l'espace est informe puisqu'on ne peut pas tracer de frontières? Non. On serait alors à ce moment-là dans un espace réticulaire fonctionnant sur des systèmes d'attraction et de relation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se situe dans l'espace non plus en se demandant à l'intérieur de quelle frontière on se trouve, mais en se demandant quelles sont les relations qu'on entretient ou qu'on peut entretenir avec un ensemble d'autres nœuds du réseau. Ce sont davantage des questions d'accessibilité et d'entrée en relation que des questions d'appartenance à une circonscription, pour dire les choses comme ça. Dans ce cadre-là, si votre positionnement dépend de vos relations à un ensemble de points, chacun de ces points pouvant lui-même se déplacer, c'est-à-dire faire varier ses propres relations avec les autres points, il est impossible d'être immobile, ou quasiment impossible. C'est-à-dire qu'il n'est plus question à ce moment-là d'être dans un espace et puis de le quitter pour conquérir ou franchir une frontière et accéder à un autre espace, mais il est question de voir l'ensemble de ces relations avec les autres points avec lesquels on forme un réseau, voir l'ensemble de ces relations variées, et donc la mobilité être constante et irrépressible. C'est ce que Bertrand Montullet a appelé une mobilité kinétique, c'est-à-dire une mobilité qui est valable en fait pour elle-même, qui se développe pour elle-même ou par elle-même. Alors, voilà déjà une première chose. La première question qu'on peut se poser au terme de ceci, c'est finalement, lorsqu'on parle de mobilité dans la forme flux et lorsqu'on parle de mobilité dans la forme limite, parle-t-on de la même chose? C'est-à-dire, est-ce que les choses que nous caractérisons comme mobiles sont donc vraiment mobiles de manière évidente? Il nous semble que ces choses sont construites comme mobiles et qu'un objet qui sera mobile dans la forme limite pourra paraître immobile dans la forme flux et inversement. Donc, il nous semble important de reposer cette question de qu'est-ce que la mobilité et comment nous servons-nous de ce concept. Alors, deuxième élément que j'évoquais tout au début, c'est les études de mobilité se fondent la plupart du temps sur une appréhension de l'espace comme étant une dimension nécessairement physique. Si on repart une fois de plus de la base, reprenons l'idée de l'espace comme dimension, c'est un truisme,
Donc, l'espace est une dimension, soit. Et donc, a priori, l'espace, c'est une construction, c'est-à-dire c'est le résultat d'un processus de spatialisation, donc de structuration d'une réalité, au moyen d'un ensemble de concepts et d'éléments qui permettent des mises en relation et des positionnements respectifs. À partir du moment où l'espace n'est pas la réalité physique, mais est une structuration de la réalité physique parmi d'autres, parce qu'on peut la structurer de manière temporelle, on peut apporter des structurations qui sont, comment dire, esthétiques par exemple, ou religieuses, etc. À partir du moment où l'espace est le fruit d'une spatialisation, alors peut être espace tout ce qui est spatialisé de semblable manière. C'est-à-dire qu'a priori, ces processus, ces concepts, ces façons d'organiser le réel peuvent, et d'ailleurs s'appliquent, non seulement à des réalités physiques, mais à d'autres réalités. Et là, on évoquait tout à l'heure la question de la mobilité professionnelle. Eh bien, l'organisation en fonction d'un organigramme avec sa hiérarchie, avec ses zones de compétences, ses lignes hiérarchiques, ses parcours pour des demandes. On sait très bien que quand on veut commander 10 crayons, il faut passer par une douzaine d'échelons hiérarchiques avant que ça redescende vers la comptabilité, et puis que ça refasse le chemin inverse, etc. Tout cela est en fait finalement une spatialisation d'une réalité qui n'est pas physique. La question n'étant pas de savoir à quel étage se trouve M. Duchemin qui est chef de bureau, mais étant de savoir quels sont les types de relations entretenues et quelles sont finalement les relations de proximité ou de distance au sein de l'organisation. Dans ce cadre-là, évidemment, si on prend cette hypothèse-là, alors les spatialités sont multiples, elles sont même nombreuses, et potentiellement les outils qui sont utilisés pour comprendre les spatialités et les mobilités physiques ont potentiellement des applications bien plus vastes que simplement des applications physiques. Troisième élément, si nous sommes face à cela, c'est-à-dire à non seulement une variabilité temporelle du concept de mobilité et à des spatialités multiples et donc à des mobilités multiples et notamment non physiques, se pose la question de l'intrication de ces mobilités. C'est-à-dire que mobile ou immobile ne suffit plus en tant que tel. Il n'est plus évident qu'un individu est mobile ou immobile à partir du moment où on veut considérer qu'il est potentiellement mobile et immobile dans divers espaces. Alors prenons un exemple simple qui est l'exemple de la coprésence, un exemple a priori simple. On considère généralement que la coprésence est une question de coprésence physique et que finalement la coprésence physique entraîne un ensemble de coprésences, c'est-à-dire qu'en étant coprésents physiquement, nous sommes aussi par exemple coprésents socialement, c'est-à-dire que nous interagissons socialement. Il nous semble que l'évolution récente de notre société a rendu plus évidente le fait que ça n'était pas nécessairement le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, semble-t-il, les différents espaces qui peuvent être envisagés sont de plus en plus facilement disjoints. Prenons l'exemple d'un bus qui se déplace. Les personnes sont évidemment coprésentes physiquement dans le bus, mais par exemple, l'une est sur son téléphone mobile et téléphone. Elle n'est donc pas nécessairement socialement coprésente ou pas entièrement socialement coprésente à ses compagnons de voyage, et elle vit une coprésence sociale avec quelqu'un qui est éloigné. Mais si on ajoute à ça quelqu'un qui est sur Facebook ou sur Twitter, cette personne qui a quitté peut-être son ami il y a 10 minutes, finalement continue d'être socialement coprésente à elle, en continuant d'échanger avec elle, alors qu'elle n'est plus physiquement coprésente. Ce que nous voulons dire par là, c'est que s'ouvre à ce moment-là, à partir du moment où on élargit le champ des mobilités, s'ouvre la question de la disjonction des espaces et donc des questions de conjonction, disjonction des mobilités. Par exemple, cet individu dont je parlais tout à l'heure et qui fait 3 heures de bus par jour aller-retour pour un boulot de très faible intérêt, finalement est peut-être, en se déplaçant très fortement d'un point de vue physique, en train d'essayer de lutter contre une menace qui est une menace de mobilité sociale descendante. Dans ce cadre-là, il est, plutôt qu'en train de s'interroger sur son déplacement physique, en train de gérer un ensemble de mobilité et d'immobilité, et de tenter d'agir dans certains espaces pour préserver des intérêts
et par exemple une immobilité sociale, qui pour lui vaut mieux qu'un déclassement social, dans un autre espace. Donc voilà ce vers quoi nous aimerions ouvrir les choses. Et je vais passer la parole à mon estimé collègue et cofondateur. Euh, non, je crois que Il tu dois marche prendre celui-là. celui-là. Non, Voilà. je vais enchaîner donc avec ce micro. Donc, il marche. Vous m'entendez? Bon, c'est parfait. Euh, Bon, à partir de toutes ces considérations voilà, qu'on a développées depuis un an, bon, on a aussi éprouvé le besoin peut-être de se confronter à du terrain. Et donc, on a saisi l'opportunité d'une enquête dont on disposait au LASUR, donc à l'EPFL, sur les arbitrages de choix résidentiels dans la région de Genève, plus exactement dans le Grand Genève, c'est-à-dire une région qui est transfrontalière et donc traversée par des frontières, ce qui nous semblait particulièrement intéressant pour aller tester cette intrication des mobilités dont Christophe vient de nous parler. Donc c'est une enquête qualitative et quantitative donc qui a deux volets, donc 40, une quarantaine d'entretiens, 2500 personnes interrogées sur leurs arbitrages de localisation résidentielle. Et puis, cette enquête, elle montre, on peut le dire d'emblée, que finalement, il y a toute une série de facteurs qui finalement ne renvoient pas directement à la dimension physique de l'espace, c'est-à-dire par exemple le choix d'un logement ou d'un cadre de vie, mais qui sont absolument centrales dans les arbitrages de choix résidentiels. C'est la question de la fiscalité, c'est la question du système de santé, c'est la question de la sécurité sociale, c'est la question du système scolaire. Donc, il y a la question de la réputation scolaire, mais il y a aussi la question du système scolaire, puisqu'en fait, on est dans une agglomération qui est à cheval entre deux systèmes scolaires, et c'est apparu comme étant effectivement complètement central dans les arbitrages résidentiels. Peut-être juste pour vous illustrer le terrain sur lequel on travaille. Donc voici ce que les politiques ont appelé le Grand Genève, c'est-à-dire l'agglomération transfrontalière, qui est en fait traversée par des frontières multiples, puisqu'il y a côté suisse deux cantons, le canton de Genève et le canton de Vaud, et côté français deux départements, le département de l'Ain et le département de la Haute-Savoie, donc en région Rhône-Alpes. Donc l'enquête, elle a porté sur l'ensemble du bassin, sur les arbitrages de choix résidentiels. Donc elle a porté sur 208 communes. L'ensemble représente à peu près 850 à 900 000 habitants. Et c'est une région, peut-être dire d'emblée, c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers ce cas. Non seulement le Grand Genève est traversé par ces frontières qu'on vient de voir à l'écran, mais également par un déséquilibre extrêmement fort entre la localisation des emplois et la localisation des habitants, puisqu'en fait on a 75%, 75% des emplois qui sont situés sur le canton de Genève et seulement la moitié des habitants. Et donc la question des arbitrages de localisation résidentielle dans ce contexte-là, qui en plus est un contexte de crise endémique du logement depuis une quarantaine d'années dans le centre de l'agglomération, évidemment pose la question de façon extrêmement forte. Donc c'est un terrain qui nous paraît particulièrement riche pour revenir sur ces questions de forme limite, de forme organisante, et puis sur finalement quelles sont... voilà, quand on est amené à faire un choix résidentiel, finalement, voilà, c'est quoi les aspects centraux? Est-ce que finalement les mobilités, la dimension physique des mobilités est essentielle, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui interviennent également? Alors un résultat d'emblée, quand on, et puis après on reviendra peut-être sur deux points un petit peu plus pointus, qui est déjà frappant et qui a un constat. Dans l'enquête quantitative, on a 4% des résidents suisses dans l'enquête et 12% des résidents français qui pourraient envisager d'habiter dans l'autre pays, dans la région. Donc ça montre déjà, les mobilités résidentielles sont extrêmement,
y a des barrières, manifestement. On n'envisage pas du tout facilement d'aller habiter de l'autre côté de la frontière si on est résident suisse ou français, même si on travaille de l'autre côté. Donc on s'est interrogé évidemment sur le pourquoi, et c'est là où on est tombé sur des attachements qui renvoient. Alors bien sûr, il y a la question de j'aimerais devenir propriétaire, j'aimerais une maison individuelle, j'ai besoin d'espace, etc. Mais il y a aussi des choses qui renvoient à des dimensions de l'espace telles que tu les as décrites, qui ne renvoient pas directement à l'espace physique, comme par exemple l'attachement au système de santé, au système médical, où là, par exemple, vous avez un extrait d'entretien sur, voilà, où on voit que finalement, cet attachement, il est absolument central, il est beaucoup plus important que d'autres dimensions. Et en fait, c'est cet attachement au système médical qui fait qu'on n'a pas envie d'aller de l'autre côté, habiter de l'autre côté de la frontière, et pas pour des questions liées à des aspects liés à l'espace physique. On a le même type de... Je vais assez vite parce que sinon on pourrait en parler des heures. On a le même type de résultats avec le système scolaire. Là, on l'a pris de façon symétrique avec voilà, des ressortissants qui... Alors, dans le premier cas, le système de santé, c'était un attachement au système de santé français. Là, on a un attachement au système scolaire suisse, mais on a, voilà, c'est le même type de processus. Et donc, on voit bien à travers cet exemple l'importance que peuvent avoir ces espaces non directement non physiques dans les arbitrages de choix, et donc l'intérêt qu'il y a à finalement considérer la mobilité de façon plus large que simplement voilà, attaché à un contexte, et à s'intéresser à finalement si on veut habiter d'un côté ou de l'autre, c'est parce qu'on a envie d'une maison individuelle, c'est parce qu'on est attaché à certains cadres de vie. Ben non, pas forcément, ça peut être parce qu'on a d'autres types d'attachements. J'en viens peut-être rapidement sur quelques points de conclusion, puis on pourra y revenir dans les questions. Donc on a voulu vraiment d'abord construire, puis tester empiriquement cette question des mobilités intriquées, et finalement pour tenter de vous faire une entre guillemets démonstration qui est que dans le fond les outils d'étude de la mobilité physique ont un sens au-delà des mobilités physiques, et qu'il peut même être extrêmement intéressant de les mobiliser un petit peu plus largement pour comprendre des phénomènes que l'on attribue de façon peut-être trop hâtive et trop rapide à la dimension physique de la mobilité, comme par exemple dans le domaine de la mobilité résidentielle, puisque c'est celui qu'on a étudié. On voit finalement à travers cet exemple apparaître un certain nombre de liens entre des phénomènes sociaux qu'on arrive à penser ensemble grâce à cette notion un peu large de mobilité et les intrications entre les différentes dimensions de la mobilité, dimensions juridiques, des différents espaces, dimensions juridiques, dimension physique évidemment, dimension sociale. Et donc c'est en tenant l'ensemble dans la démarche que finalement on arrive à comprendre le phénomène dont on parle de façon un peu substantielle. Et donc c'est le dernier point, et je m'arrêterai là-dessus. Il nous semble que cette approche large, enfin celle-ci ou une autre, ça c'est une tentative qu'on vous propose, et potentiellement un enrichissement des études de la mobilité. Et ça montre aussi, et ça me permet de revenir sur la question que je posais tout à l'heure, que peut-être l'étude des mobilités n'est pas un domaine en soi, mais l'étude des mobilités peut servir toute une série de questions et de problématiques relatives aux sciences sociales dans des domaines assez différents, et que justement il ne faut peut-être pas en faire un domaine de recherche à part entière et autonome. Merci pour cet exposé. J'aurais deux questions en préalable. D'abord, un lien, il me semble, entre la présentation de Laurent Fricot et votre exemple du travailleur qui se déplace pendant 1h30 et qui n'est pas considéré comme mobile.
Est-ce que ça ne relève pas de justement ce que montrait Aurore, le fait que la mobilité est quand même très associée à des relations de domination clairement, il y a une question de domination sociale dans la définition du fait que quelqu'un qui se déplace pendant 1 heure et demie n'est pas considéré comme mobile alors qu'il y a un déplacement physique. Donc ça, c'est une première question, et j'enchaîne tout de suite sur la deuxième, qui porte là plus sur votre exemple de la fin. Alors, c'est une question que je me suis posée à la lecture de votre papier et que je me pose toujours. J'arrive pas à bien voir en quoi ce que vous proposez est fondamentalement nouveau par rapport à tous les travaux qui ont été faits sur la mobilité résidentielle, sur les questions d'arbitrage, où on voit bien à chaque fois que ce n'est pas simplement une question d'attachement à un lieu, même si ça rentre dans ces questions-là, mais il y a des questions de valeur, il y a des questions voilà, beaucoup plus larges qui sont derrière tout ça. Et voilà, j'aimerais avoir quelques réflexions là-dessus. Thomas ? Alors pour ce qui est de la domination sociale, oui évidemment. En fait, bon, ici on a dû faire, on est vraiment tassé très fort pour rentrer dans les 20 minutes. C'est toujours comme ça, donc c'est la loi du genre, c'est normal. Il est évident que les deux formes de mobilité et de rapport à l'espace que nous avons décrits sont des rapports qui à la fois s'excluent mais en même temps coexistent de manière partielle. Ce sont évidemment des visions du monde qui fondent des discours et des discours idéologiques. Et dans ce cadre-là, bien entendu, ils sont utilisés. C'est-à-dire que une idéologie n'est pas en soi quelque chose de dominant, mais elle est quelque chose qui finalement est à la disposition des gens qui ont les capacités de la mobiliser pour l'appliquer aux autres. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, il y a à la fois la question de l'invisibilité de certains types de déplacements parce que ça ne rentre pas dans les catégories. Il y a aussi, bien entendu, toute une capacité des acteurs sociaux à mobiliser un discours pour se faire valoir, par exemple, comme mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui que la thématique est à la mobilité, il importe pour toute une série d'acteurs de mobiliser ces registres-là pour faire preuve de mobilité, c'était plutôt pour démontrer vis-à-vis d'autrui leur mobilité. Or, dans le cas du travailleur pauvre en question, on est pour lui dans un contexte qui est celui de l'activation des chômeurs, de l'activation des allocataires sociaux, etc. C'est-à-dire un contexte dans lequel il y a une énorme pression à la mobilité, d'ailleurs une mobilité qui n'est pas seulement une mobilité physique, mais où on lui enjoint aussi de se former, on lui enjoint de changer de secteur, toute la question de l'emploi convenable, je ne sais pas quel est le vocable utilisé en France, mais en Belgique, il y a eu beaucoup de luttes autour de la question de qu'est-ce qu'un emploi convenable, c'est-à-dire un emploi qu'on peut vous proposer et que vous devez accepter. Par exemple, vous êtes sociologue des mobilités, par exemple, et on vous propose un emploi à la caisse d'un Carrefour, est-ce que c'est un emploi convenable ou pas? Là aussi, c'est une mobilité, parce que c'est une mobilité qui est un changement de secteur, de type de fonction, etc. Et quand cette personne se conforme à cet ensemble d'injonctions, ce qu'elle reçoit comme gratification, c'est bien, tu as vraiment fait le moins qu'on pouvait attendre de toi. Et c'est-à-dire qu'au terme de cette épreuve extrêmement pénible de mise en mouvement de soi, il n'est pas reconnu comme étant quelqu'un qui s'est conformé à l'idéologie mobilitaire et donc comme quelqu'un qui a fait preuve de sa valeur par rapport à ça. Et là, bien entendu, il y a la question de savoir qui est capable de faire reconnaître ses vertus et qui en est incapable. Bien entendu, il y a des jeux autour de ça. Mais ils ne sont pas du tout univoques non plus. Hein, donc je ne veux pas rentrer non plus dans l'idée les faibles sont les immobiles qu'on mobilise et les puissants sont par essence des mobiles, etc. Au contraire, la puissance, ça peut aussi être, par exemple, faire passer sous silence son immobilité. À une époque où, par exemple, on vante l'internationalisation des capitaux et la mobilisation des capitaux, il est assez intéressant de voir que personne ne pose la question, pourtant assez flagrante, de l'immobilité de la richesse depuis des décennies. Les mêmes familles, les mêmes patrimoines immobiliers qui portent bien leur nom, etc. Et cette transmission du patrimoine, par exemple, n'est absolument pas interrogée. Donc, on est effectivement dans un jeu. Invisibiliser les mobilités des autres, visibiliser les siennes, invisibiliser ses immobilités, etc. Donc, voilà.
Pour poursuivre sur l'exemple, donc c'est vrai que ce qu'on a présenté restait assez, des exemples relativement simples, où finalement on voyait certaines dimensions apparaître comme centrales dans un choix résidentiel, puis après le choix résidentiel il est fait, et puis bon, alors effectivement la littérature sur le sujet est intarissable, même si elle n'utilise pas forcément ces notions-là, et on peut se poser la question de qu'est-ce que ça apporte de plus. Ce que ça apporte de plus, c'est si on fait le pas suivant, qui est effectivement pas dans le papier, et qu'on n'a pas eu le temps de développer oralement, c'est qu'on a dans cette région genevoise beaucoup de ménages qui finalement ne font pas le choix et deviennent des résidents fictifs. Et il y en a des milliers, c'est-à-dire des gens qui ont une boîte aux lettres, par exemple à Genève, pour y payer leurs impôts et être rattachés au système de santé suisse et pouvoir envoyer leurs enfants dans une école primaire en Suisse, mais qui en fait habitent en France. Et vous avez également l'inverse. Et donc là, ça devient très intéressant par rapport aux intrications, c'est-à-dire que, d'abord, la statistique est fausse, donc du coup, par exemple, l'année dernière, il n'y a jamais eu autant de nouveaux habitants à Genève. Je crois qu'il y a eu quelque chose que 8500 nouveaux habitants, alors qu'il n'y a pratiquement pas eu de nouvelles constructions. Enfin, il y a un problème endémique de marché immobilier. On sait qu'il y en a une bonne partie, c'est des résidents fictifs pour cette raison-là. C'est très difficile à décrypter ensuite. Donc c'est un jeu finalement où on a une mobilité résidentielle de fait dans l'espace physique pour le coup, mais en fait on prétend en avoir une autre dans l'espace fiscal. Euh, et là, là, il me semble qu'il y a vraiment. On a pris cet exemple aussi à dessein parce qu'il est peut-être un peu emblématique de ça, parce qu'une agglomération urbaine qui est traversée par une frontière nationale à peu près pratiquement dans son centre et où vous avez un tiers de la population qui vit dans d'autres pays, il y en a pas tant que ça en Europe quand même. Mais voilà, ça montre voilà, que ces stratégies existent et qu'elles sont finalement essentielles pour comprendre la dynamique de cette région. On va prendre cet exemple. Peut-être que si je peux ajouter quelque chose, c'est finalement ce que ça montre aussi, me semble-t-il, c'est que ces espaces ont des caractéristiques qui sont différentes. Par exemple, l'espace stato-national reste un espace aréolaire, c'est-à-dire caractérisé par une frontière très fixe. Cette frontière, c'est le fait qu'un côté de la rue sera français et l'autre côté sera suisse, et c'est la même chose, par exemple, entre cantons ou entre départements. Or, à cet espace-là, à cette structuration spatiale-là, se superposent d'autres espaces qui, eux, ne sont pas nécessairement aréolaires. Par exemple, la réalité de Genève en tant que Grand Genève ne peut, à mon avis, que très difficilement être considérée comme un espace aréolaire parce qu'il n'a pas de frontière en tant que tel. Et c'est la superposition de ce genre d'espace qui pose question et qui introduit des phénomènes qui pourraient être appelés des phénomènes de contrebande. Savoir la capacité à se jouer de la frontière ou à donner une illusion par rapport à une frontière pour, dans un autre espace, obtenir certains types de statuts ou de gratifications, etc. Ce qui me semble aussi intéressant, c'est que ça repose la question de savoir s'il s'agit bien d'arbitrage résidentiel. Finalement, on pourrait se demander si, pour ces gens qui choisissent leur lieu d'établissement en fonction du système médical, si c'est bien un arbitrage résidentiel. Est-ce qu'il ne s'agit pas avant tout, est-ce que pour eux, en tout cas de la façon dont ils l'expliquent, est-ce qu'ils choisissent d'abord un lieu d'établissement ou est-ce qu'ils choisissent d'abord un système administratif, des sécurités sociales, etc. et puis par après s'interrogent sur les implications que ça a dans d'autres espaces. Et ils vont évidemment, s'ils ont des enfants, avoir des questions par rapport à l'espace de la scolarité, par exemple, et puis par rapport à l'accessibilité de leurs jobs respectifs dans l'espace réticulaire qu'est le Grand Genève, etc. Et donc, ce que, à mon sens, invite aussi cette perspective-là, c'est à se demander si on est nécessairement dans une question où le centre de gravité est où est-ce que je vais poser mes valises et où est-ce que ça sera ma maison. Et finalement, on est beaucoup plus dans un jeu entre des espaces multiples qui ont chacun leurs règles du jeu et leur mode de constitution et évidemment leurs avantages et désavantages pour, à ce moment-là, arriver à la vision d'individus qui cherchent à se situer dans des espaces multiples beaucoup plus que par rapport à des gens qui se disent bon ben voilà, moi j'appartiens à tel endroit ou à tel endroit, ce qui semble être finalement la question primordiale. Voilà. Si, y a-t-il
Merci Christophe pour ces précisions en fait, parce que pour moi, ce n'était pas si évident dans votre présentation de bien saisir comment empiriquement vous revenez à ces questions de forme limite et forme flux. Donc pour moi, c'est pas excessivement clair dans l'exemple de savoir si ça fait sens pour les individus qui ont été interrogés. Est-ce qu'ils ont conscience de la superposition? Enfin, je trouve ça très éclairant en fait, cette idée de superposition, mais en même temps, est-ce que pour eux, ce qui fait sens, c'est la forme limite avec la frontière telle que ça a été pensé pendant des décennies, ou bien est-ce que, un peu comme Monsieur Jourdain, ils jouent avec la forme flux sans même en avoir conscience? Pour moi, c'est pas excessivement clair. J'aimerais bien vous entendre un peu plus là-dessus, sur l'opérationnalisation empirique finalement de ces concepts théoriques. Oui, quant à la conscience, évidemment, je ne pense pas du tout qu'il soit nécessaire que les acteurs sociaux aient eux-mêmes ces catégories en tête. Alors évidemment, on a fait un exercice ici qui est un peu périlleux, c'est celui en 20 minutes à la fois de devoir présenter une construction théorique et en même temps un retour sur un terrain. Évidemment, quand on sera riche, célèbre et que nos travaux seront publiés mondialement, on n'aura plus besoin de détailler le début, mais ça risque, voilà, un horizon d'une quarantaine d'années, on pourrait y penser. Mais donc, voilà, je veux dire, effectivement, on a dû tout rassembler. Non, mais je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment compliqué. Et effectivement, tu as raison, on n'a pas assez mis ça en perspective. Ça allait un peu plus dans la contribution et plus dans un texte plus étendu qu'on a fait. Ce qui est intéressant quand on lit les discours des gens, et je le cherchais dans l'extrait que j'ai mis ici, mais j'aimais bien l'idée de on s'en foutait. L'extrait de Patrick dit nous on s'en foutait d'habiter en France ou en Suisse, on était prêt à faire une nouvelle expérience et puis donc moi j'avais ce boulot, on savait pas où est-ce qu'on allait s'installer et puis on a comparé les deux systèmes, etc. Et là en fait on voit que Patrick est à la fois en train de dire qu'il s'en fout, ce qui veut dire que finalement pour lui on est dans un espace qui est plutôt continu et dans lequel il se dit mais c'est pas la rue dans laquelle j'habite qui va vraiment changer ma vie et je n'appartiens pas au territoire français ou au territoire suisse, etc. Et en même temps il parle d'une nouvelle aventure, ce qui veut dire que lui dans sa tête il reste quand même quelque part une frontière entre les deux, et puis après il superpose encore, donc il a déjà deux types de rapports différents au phénomène urbain et national qu'est le Grand Genève, et il rajoute à ça alors après quelque chose qui visiblement pour lui est une frontière qui est beaucoup plus clairement tranchée, qui est, on s'est dit on va se faire dépouiller avec ces systèmes d'assurance maladie, et là intervient toute une autre question, et où on se rend compte que finalement son espace physique à lui est relativement indéterminé, par contre il a des idées extrêmement claires sur une série de questions en termes de système de sécurité sociale, que moi je ne connais pas particulièrement, donc je ne peux pas en juger, mais il a l'air vraiment de considérer ça comme relevant quasiment du racket. Je pense qu'il a raison. Mais juste peut-être pour une petite précision encore sur les données, en fait c'est une analyse secondaire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pu produire les données pour notre exercice, et donc c'est aussi la limite de l'exercice d'une certaine manière, c'est que la question que tu poses, évidemment, si on menait l'enquête avec pour ambition de tester véritablement ce qu'on a proposé théoriquement, ben, voilà, on organiserait finalement le questionnement là autour, ce qui est malheureusement pas le cas. Où il faudrait vraiment revenir aux retranscriptions intégrales, etc., et vraiment tout redépouiller à la lumière de ça. Il y aurait sûrement un travail à faire. Bon, ici, évidemment, on n'a pas été jusque-là. Merci. Y a-t-il une autre question? Merci. Alors, je trouve ça super intéressant le terrain que vous avez, parce que c'est vrai que c'est très particulier le canton de Genève. Il y a aussi d'autres endroits comme autour du Luxembourg où il y a des choses assez similaires qui se passent. Et je voulais rebondir sur la notion d'emploi convenable dont vous avez parlé tout à l'heure. Et je voulais savoir si, plutôt dans vos entretiens, parce que j'ai l'impression que vos données quantitatives, c'est vous qui les avez produites, si. Donc, est-ce que vous avez une notion de convenabilité de l'espace qui est apparue et des personnes qui potentiellement consentiraient à aller au-delà ou ailleurs que l'espace qui leur semblerait convenable? Sur quoi est-ce que cette convenabilité elle peut sur quel facteur ou sur quelle logique elle pourrait s'appuyer? Et parce que ça me faisait penser à la notion à Paul Bouffartigue qui a donc étudié les normes temporelles dans le travail et qui pose l'idée selon laquelle on va vers
une norme temporelle caractérisée par la disponibilité, exigence de disponibilité, exigence de vigilance. Et je voulais savoir si c'était des choses qui vous parlaient par rapport à votre étude ou qui semblaient aussi apparaître dans les normes spatiales. Alors, malheureusement, ce n'est pas un thème qui avait été beaucoup abordé dans l'étude, sauf à travers une question ouverte qui était posée à l'ensemble des répondants. Est-ce qu'il y a des endroits du Grand Genève où vous ne voudriez absolument pas vivre? Est-ce que vous pouvez les nommer? Et donc c'était une question ouverte. Et ça, c'était très intéressant parce que ça donne une idée des repoussoirs, et qui n'étaient pas forcément spatiaux. Ça permet de revenir. Donc il y a des gens qui vous citent le nom d'une commune ou d'un quartier, puis il y en a qui vous disent les quartiers pauvres. Ou, voilà, peu importe où c'est. Hein, voilà, la gamme peut être assez large. Donc ça répond très 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 partiellement à l'interrogation, mais je la garde parce que je pense que c'est important. Puis cette question, elle avait montré sa richesse. On devrait peut-être la reprendre. Mais... Merci. On attend pour une dernière question. Autrement, je propose d'aller au restaurant. Ouf. Si on pose la question dans ces termes-là, alors. Je pense avoir pas. Bon, alors le déjeuner